Bonjour et bienvenue à la formation Création d'un verger de poiriers. Je suis Lamia de Agri-Formation et ensemble, nous allons explorer le parcours de l'installation d'un verger de poiriers à travers des connaissances et des étapes clés, articulées en plusieurs sessions de formation. Les arbres fruitiers ont un grand potentiel de récolte, une productivité énorme pour moins de travail et d'entretien que les plantes annuelles. Mais c'est aussi là où il y a le plus grand potentiel d'échec et d'erreur. Parce qu'avec les cultures annuelles ou bisannuelles, on travaille constamment, et donc on acquiert de l'expérience et on a le temps de nous améliorer à force de faire des choses. Donc travail constant égale amélioration et progrès constant. Or, quand on parle d'arbres et de plantes pérennes, le travail c'est essentiellement un investissement initial. Même si au fil de la vie de l'arbre, il y a des gestes techniques à acquérir, il y a des insectes, des maladies à gérer, etc. Mais le plus gros se fait au début. C'est à la fois un avantage et un désavantage. Le gros travail du début, ça va être quoi? Ça va être essentiellement le travail du sol, mais surtout des choix. Des choix, choisir les bons arbres, choisir les bonnes variétés. Et c'est là-dessus que l'erreur peut coûter cher, et que le bon choix par contre peut faire toute la différence. Donc le verger est un système de culture pérenne, et cette spécificité a de fortes implications qui font qu'on a peu droit à l'erreur, parce qu'il s'agit d'un investissement initial. Donc, on a tout intérêt à savoir ce qu'on fait et à avoir les bonnes informations et les bonnes pratiques dès le départ. Si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure de planter des arbres fruitiers à pépins, notamment le poirier, vous devez sans doute vous poser des dizaines de questions. Quelle variété s'adapte le mieux à mon environnement? Quelles sont les conditions nécessaires au bon développement de mes arbres? Qu'en est-il de mes besoins financiers pour lancer mon projet? Aurais-je droit à des subventions? Toutes ces questions sont normales. Et cette formation vise à vous accompagner à structurer au mieux votre fiche projet de plantation de poiriers. Cette formation a 4 escales. D'abord, on verra les contraintes édapho-climatiques auxquelles est soumise la culture du poirier et l'influence de ces contraintes sur la phénologie et le développement de mes arbres. Ensuite, on s'intéressera à la conduite des arbres et aux pratiques culturales qui doivent permettre de préparer et d'assurer une production régulière et de qualité. On vous présentera après une étude financière qui va évaluer la rentabilité d'un projet de plantation de poiriers. Et enfin, on vous exposera les modalités de financement des premières étapes du cycle de vie du projet, avec un focus sur les subventions de l'État. Alors commençons par des généralités. Le poirier est un arbre fruitier à feuillage caduc, tant qu'il perd ses feuilles à l'automne et entre en dormance durant l'hiver, qui fait partie de la famille des rosacées. Le poirier supporte très bien la taille, ce qui permet de le cultiver sous une multitude de formes, qu'on verra par la suite. Sa floraison, elle va avoir lieu de mars à avril, selon les régions et les variétés. Et la production, elle va avoir lieu de fin juillet à octobre-novembre. Et les atouts de cet arbre, on peut dire que ce sera sa rusticité, sa superbe floraison printanière, comme vous pouvez le voir sur la photo, son large choix de variétés, ainsi que sa récolte abondante et échelonnée. Au Maroc, et contrairement à la culture du pommier, la culture du poirier n'a connu qu'un développement limité. La superficie oscille autour de 4000 hectares pour une production annuelle estimée à 40 000 tonnes. Les principales zones de production sont le Moyen et Haut Atlas, la région de Azrou Ifrane, la plaine du Seis, Mknesfes, Khnifra, Midelt et le Gharb. Pour les conditions pédoclimatiques et plus particulièrement le sol, le poirier aime les sols argilo-limoneux, profonds, fertiles et bien drainés. Il déteste les sols calcaires qui vont entraîner une chlorose du feuillage et par la suite un dépérissement de l'arbre. Et si le sol est trop calcaire jusqu'à une limite de 10% de calcaire, donc on peut le greffer en fait sur le front qui est un porte-greffe très utilisé. Donc on verra ces techniques par la suite. Et lorsqu'on parle de fertilité du sol, il faut parler de la texture du sol, puisqu'elle y joue un rôle important. Les sols à texture fine sont plus fertiles que les sols à texture grossière. Et le poirier s'adapte à une gamme de textures de sol assez large, allant du sable à l'argile. L'argile constitue les plus petits éléments, le sable les plus gros, et le limon est entre les deux. Mais les plus favorables sont, comme on a dit, les sols argilo-limoneux. Et pour connaître la texture d'un sol, nous utilisons le triangle des textures. Prenons par exemple un sol composé à 30% d'argile, 30% de limon et 40% de sable. Nous prenons 30% d'argile et nous traçons une droite parallèle à l'axe du sable. Nous prenons 30% de limon et nous traçons une droite parallèle à l'axe des argiles.
Et enfin, nous prenons les 40% de sable et nous traçons une droite parallèle à l'axe des limons. Le résultat est l'intersection des trois droites. La texture de ce sol est donc argilo-limoneuse. Vous pouvez connaître les différentes proportions qui composent votre sol en faisant une analyse du sol, ou à travers le test du bocal qui est un test simple, mais qui n'est pas très recommandé si vous êtes un producteur à grande échelle. Cette technique consiste en l'utilisation d'un bocal transparent qu'on va remplir à moitié avec un échantillon de notre sol, et le reste va être rempli avec de l'eau, en laissant de la place pour secouer. Le sable, le limon et l'argile se déposent individuellement lorsque vous mélangez la terre avec l'eau, et vous patientez quelques minutes. Les particules les plus lourdes se déposent en premier, et les particules les plus légères en dernier. Ainsi, le sable étant l'élément le plus lourd, il va se déposer rapidement au fond du bocal. Après 1 heure environ, toute la terre va se déposer, sable tout en bas, puis limon et argile sur le haut. Puis on va remuer de nouveau pendant 1 minute. Et on laisse reposer pendant au moins 24 heures afin que les particules d'argile puissent se déposer. Et là, on peut mesurer l'épaisseur de chaque couche, ce qui va nous permettre de calculer les proportions, en divisant bien entendu l'épaisseur de chaque section individuelle sur la hauteur totale de tout le mélange. Quant au pH, les sols neutres ou légèrement acides, avec un pH de 6,5 à 7,5, sont les plus favorables au développement du poirier. Le poirier peut être cultivé à un pH de 5 sans que l'arbre ne souffre, et il peut supporter un pH allant jusqu'à 8,3. Et en termes d'exigence climatique, le poirier est une espèce qui se développe dans les zones climatiques où les températures hivernales restent en dessous de 7 degrés. Les zones les plus favorables à la culture sont celles qui présentent des hivers froids et des étés modérément chauds et relativement humides. Le fait que le poirier soit un arbre à feuillage caduc implique qu'il ait un rythme annuel à 2 périodes distinctes, une période de dormance et une période d'activité végétative. D'où la notion du nombre d'heures de froid ou du besoin en froid nécessaire à la levée de la dormance. Ce besoin est souvent caractérisé par une somme de froid, somme de température inférieure à un maximum, qui serait la limite au-delà de laquelle l'effet du froid sur la dormance est négligeable. Le seuil le plus couramment utilisé est de 7,2 degrés Celsius. Et la quantité de froid requise varie d'une espèce à l'autre et entre les variétés d'une même espèce. Et il faut noter qu'une déficience en froid entraîne un désordre physiologique au sein de l'arbre. Ainsi, les besoins en froid du poirier sont de l'ordre de 800 à 1500 heures de température inférieure à 7,2 degrés. En période de dormance, le poirier peut supporter sans en souffrir des températures allant jusqu'à moins 26 degrés. Mais des températures au-dessus de 27 degrés et au-dessous de 12 degrés, combinées à une faiblesse d'hygrométrie, entraînent une réduction du calibre des fruits. Le poirier aime le climat montagneux. Une altitude de 600 jusqu'à 1800 mètres est favorable pour sa culture. Et en parlant des heures de froid, les chercheurs de l'Institut national de recherche agronomique ont établi une carte climatique de distribution des heures de froid à l'échelle nationale. Celle-ci permet de mieux raisonner l'implantation des espèces fruitières en fonction de leurs besoins en froid. Cette carte a permis de distinguer 4 zones climatiques. La première zone, où le nombre d'heures de froid est inférieur à 300, correspond aux régions côtières, notamment Agadir, El Jadida, Casablanca, etc. La zone 2 comprend les régions dont le nombre d'heures au-dessous de 7,2 degrés est compris entre 300 et 600 heures. Elle regroupe les régions de Fès-Meknès, Marrakech, où se trouve la majorité des plantations fruitières. Elle comprenait surtout le pommier et le poirier à l'époque de cette étude. La zone 3, comprise entre 600 et 900 heures de froid, concerne les régions d'altitude de Sfrou, El Mesr, Nifra, etc. Puis la zone 4, où le nombre d'heures de froid est supérieur à 900 heures, a eu une superficie très réduite par rapport aux précédentes. Elle rassemble les régions montagneuses de Midelt, Azilan, El Hajb, etc. Donc voilà un tableau qui distingue entre les 4 zones climatiques. Il récapitule le nombre d'heures de froid de 70 localités à travers le royaume. Donc à la lumière des données qu'on vient de voir maintenant, la concentration de la production nationale dans les zones, comme on a vu, dans les zones montagneuses, Moyen Atlas, Haut Atlas, dans la plaine du Seis, est justifiée, puisque c'est là où le poirier peut atteindre ses heures de froid. Donc voilà, après que les températures basses de l'hiver aient levé la dormance des bourgeons, des températures élevées, après la levée de la dormance, permettent l'évolution de ces bourgeons.
On parle alors des besoins en chaleur. Il s'agit de la quantité de chaleur nécessaire à la floraison, à la croissance des fruits et à la maturation. Elle est mesurée en degrés heure ou degrés jour. Donc après la satisfaction des exigences en froid hivernal, les unités de chaleur sont nécessaires pour la floraison chez les arbres à feuillage caduc, comme le cas du poirier. Besoin en eau. La réussite de la culture du poirier nécessite d'éviter les brusques variations dans la disponibilité en eau. Et ceci revient à disposer d'une bonne réserve en eau du sol, à limiter l'évapotranspiration, notamment en choisissant un terrain abrité et en plantant des brise-vents. La pluviométrie est un élément primordial dans l'analyse du climat. Une pluviométrie annuelle de l'ordre de 400 mm comme minimum est nécessaire. Et puis dans un contexte de changement climatique, l'irrigation devient de plus en plus nécessaire en zone méditerranéenne. Les besoins moyens en eau d'irrigation des poiriers avoisinent les 725 mm, répartis du mois d'avril à septembre, avec un pic d'apport de fin juin à début août. Les performances du poirier en termes de productivité, de taille et de qualité du fruit, du potentiel de stockage et de production à long terme sont fortement dépendantes de l'irrigation et de sa conduite. Plusieurs études ont montré que le calibre des fruits est très sensible à la disponibilité en eau. Et pour bien raisonner l'irrigation du poirier, il faudra connaître le rôle de l'eau et ses effets à chaque stade du cycle végétatif du poirier, parce que les effets d'un stress hydrique sont dépendants de la période. Donc voici une description synthétique du cycle du poirier, du débourrement jusqu'à la maturation des fruits. Il faut savoir qu'en arboriculture, plusieurs systèmes de description accompagnés de dessins représentatifs des principaux stades de repère des arbres fruitiers ont été proposés. Le plus couramment utilisé est le code Bacciolini, subdivisé en 16 stades, de A à P, qui a été élaboré dans les années 50. Puis après, dans les années 90, un code décimal, de 0 à 100, appelé échelle BBCH, a finalement permis de disposer d'un système uniforme pour décrire le développement de l'ensemble des plantes cultivées. Il a été adopté par les chercheurs, les techniciens, les praticiens. Il facilite notamment l'échange des données d'informatique. Donc, sur ce tableau, 5 stades principaux de l'échelle BBCH, subdivisés en stades secondaires, qu'on va voir par la suite, ont été retenus pour le codage du développement des fruits à pépins, notamment pommiers et poiriers. On a le stade 0 qui représente le repos hivernal, le stade 5 qui représente l'apparition de l'inflorescence, le stade 6 qui représente la floraison, le stade 7 qui représente le développement des fruits et le stade 8 correspond à la maturation des fruits. Donc la phase de dormance ou de repos hivernal s'étend en général de la chute des feuilles en automne à l'apparition des premiers signes d'activité au printemps. Elle prend fin au débourrement, qui est le moment de l'année où les bourgeons végétatifs et floraux des arbres se développent pour laisser apparaître leurs bourres. Le bourgeon végétatif donne naissance à une tige feuillée et le bourgeon floral donne naissance à une fleur. Puis à partir du débourrement, l'arbre manifeste une activité végétative intense. Elle débute par le gonflement des bourgeons et l'écartement des écailles. Ce début de croissance végétative est conditionné par les réserves nutritives accumulées lors de la période d'activité de l'année précédente et par des températures ambiantes favorables, généralement comprises entre 5 et 25 degrés. Donc, comme on l'a déjà signalé, c'est la satisfaction des besoins en chaleur qui permet le développement normal des bourgeons après la levée de la dormance par le froid. À la fin de cette phase, on retrouve le stade ballonné, où la plupart des fleurs forment avec leurs pétales un ballon creux. Ensuite, on a la floraison, qui est l'époque d'apparition des fleurs. Elle se produit par induction florale, qui est un phénomène physiologique complexe, influencé par la température et la lumière. La floraison annonce également l'entrée en activité reproductive, puisque qui dit fleur dit grain de pollen, et qui dit grain de pollen dit pollinisation, et donc fécondation. La floraison blanche du poirier intervient généralement en début d'avril et s'étend sur une période de 2 à 3 semaines. Et à la fin du stade floraison, on a une chute de tous les pétales des fleurs. Puis arrive le stade développement des fruits, qui débute par la nouaison, qui est défini comme étant le mécanisme qui prend la relève de la floraison. C'est le résultat de la fécondation des fleurs qui conduit à la formation des fruits. Cette phase connaît la chute de fleurs qui n'arrivent pas à nouer, parce que les fleurs produites par un arbre fruitier n'arrivent jamais toutes à nouer, et encore moins à donner un fruit. Et à la fin du stade développement des fruits,
les fruits ont atteint 70% de leur taille finale. Mais les arbres fruitiers n'arrivent pas non plus à maintenir tous les fruits sur l'arbre jusqu'à leur récolte. Cette chute a lieu chez le poirier fin mai ou juin. Enfin, on arrive au stade maturation des fruits. Au début maturation, les fruits ont atteint leur taille finale et la couleur spécifique de la variété apparaît. Puis cette couleur s'intensifie lors de la maturité avancée. Et enfin, lors de la pleine maturité gustative, on a le goût et la consistance des fruits typiques de la variété. Donc voilà, pour récapituler, l'arrêt de la végétation ou la dormance commence vers novembre, à la chute des feuilles. Pendant cette période, les racines poussent et les bourgeons se gonflent. Puis vient le débourrement qui correspond à l'ouverture des bourgeons. Cette éclosion s'effectue à la fin de la saison froide. La période de débourrement et de feuillaison varie selon les arbres fruitiers. Pour le poirier, le développement des fleurs coïncide avec l'apparition des premières feuilles. Ensuite, on a la période végétative, qui est la plus longue, au cours de laquelle intervient la feuillaison, la floraison, la fécondation, la nouaison, la croissance des bourgeons et le développement de la récolte. Et enfin, la chute des feuilles, qui survient en automne et précède l'entrée en repos hivernal. Donc, ce qu'on vient de voir maintenant, ce sont les différents événements périodiques que va connaître le poirier durant une année. Maintenant, en termes d'alimentation hydrique, on va se baser sur les cycles de croissance du fruit. Les chercheurs ont distingué entre 3 phases de développement du fruit. La première, qui correspond à la division cellulaire, durant 30 à 40 jours depuis la pleine floraison, suivie de la phase du début du grossissement cellulaire, variable selon l'époque de maturité de la variété, puis une troisième phase couvrant la fin du développement du fruit, durant 4 à 5 semaines avant la récolte. Il est généralement admis qu'aucune restriction de l'alimentation hydrique ne devrait être appliquée durant P1, puisque les cellules ont absolument besoin d'eau pour se multiplier. Donc il s'agit d'une phase critique caractérisée par la division cellulaire et la formation du fruit. Cette première phase s'interrompt après 6 à 7 semaines, suivant les variétés. La fin de la phase de division cellulaire s'accompagne d'une part par une diminution de la vitesse de croissance des fruits, et d'autre part par les chutes des fruits, dites chutes physiologiques de juin. Donc l'idéal, c'est qu'il n'y ait pas ou peu de contraintes hydriques au printemps et en début été, sinon bien sûr ça va se répercuter sur la croissance du fruit. Durant la deuxième phase de croissance du fruit, qui est la phase de grossissement cellulaire, on va avoir une croissance rapide des pousses et une croissance des racines, et on aura juste la taille des cellules qui va augmenter, donc il n'y aura pas de division cellulaire. Puis la troisième phase, qui marque le début de croissance rapide des fruits, elle dure entre 4 à 8 semaines avant la récolte. Durant cette période, la croissance des racines est lente et la formation des bourgeons pour la saison suivante commence. Donc c'est à ce moment-là que va se dessiner la production de l'année suivante. Donc vous l'aurez compris, un régime de confort en irrigation est essentiel à ce stade. Puis après la récolte des fruits, cette troisième phase va nous mener à la chute des feuilles. On va avoir pour les variétés précoces une croissance des pousses ainsi qu'une croissance racinaire. Et à ce moment-là, la quantité d'eau appliquée peut être réduite. Et enfin, la cinquième phase, qui correspond à l'arrêt total de la végétation, où les arbres fruitiers rentrent dans la phase de dormance. Et à ce stade, les feuilles tombent de l'arbre et l'irrigation n'est généralement pas nécessaire. Alors comment on détermine les besoins en eau des plantes? Eh bien, celles-ci dépendent de plusieurs paramètres. Des paramètres climatiques, la température, l'humidité de l'air, la vitesse du vent, la radiation solaire, etc. Et en réponse aux effets combinés de ces différents paramètres climatiques, le couple sol-plante va évaporer et transpirer l'eau qu'il a à sa disposition. Et donc, on quantifie ce phénomène par ce qu'on appelle l'évapotranspiration potentielle. Ensuite, on a des paramètres pédologiques, notamment la texture, la structure du sol, sa physico-chimie, son taux de remplissage et sa réserve utile. Et ces paramètres sont représentés par le stock d'eau et le potentiel hydrique du sol. Et ensuite, on a des paramètres biologiques qui sont propres à la plante, notamment ici des paramètres propres au poirier, et qui sont représentés par le coefficient culturel. Donc, on vient de voir les paramètres qui modulent le besoin ou la demande en eau, mais il faut savoir que l'apport d'eau doit se baser sur le bilan hydrique. Cette méthode consiste à maintenir un équilibre entre d'un côté l'offre ou l'apport en eau
et de l'autre côté, la demande en eau. L'offre correspond à la contribution du sol, aux précipitations, aux irrigations et aux remontées capillaires. Et la demande correspond à l'évapotranspiration réelle des arbres, auxquelles il faut ajouter les pertes par drainage et par ruissellement. Donc les irrigations doivent combler cette différence entre l'offre et la demande. Alors le bilan hydrique, comment ça marche? Eh bien ça va marcher en différentes phases. Première chose, il faut connaître les caractéristiques de son sol. Il faut connaître la capacité de son sol à stocker l'eau. Pour cela, on fait appel à une notion qui s'appelle la réserve utile, qui est la quantité d'eau que peut stocker un sol et qui sera utilisable par les plantes. La quantité d'eau apportée à chaque irrigation doit être calculée pour ne jamais dépasser la capacité au champ. Alors la capacité au champ, c'est la quantité maximum d'eau que peut retenir un sol après essuyage. Alors quand le profil du sol a une humidité supérieure à la capacité au champ, c'est-à-dire que la capacité maximale de la réserve utile est dépassée, on a le phénomène de drainage qui se produit, et ce qui fait que l'eau descend jusqu'à la nappe et il devient hors de portée de la zone racinaire. Et aussi dans le cas où l'apport d'eau est trop excessif, on aura des pertes par ce qu'on appelle la percolation, et les matières nutritives des plantes vont être lessivées. Donc ces stocks d'eau et ces matières nutritives ne vont pas être valorisées par la plante. Donc on sera face à des pertes économiques et écologiques. Un sol a une réserve utile d'autant plus importante qu'il est riche en matière organique, qu'il est riche en limon et en argile. Donc ce diagramme permet de quantifier la réserve utile d'un sol en fonction de sa texture. Donc ici on a le taux de limon et ici le taux d'argile, et ceci permet de calculer précisément le nombre de millimètres d'eau que peut stocker chaque centimètre de sol. Par exemple, pour un sol à 28% d'argile, 55% de limon et 17% de sable, la réserve utile est de 1,80 mm par centimètre de terre. Et au sein de cette réserve utile, la réserve facilement utilisable est déterminée comme la quantité d'eau du sol facilement utilisable, équivalent à près de 2/3 de la réserve utile. Donc l'eau restante est considérée comme trop difficilement utilisable par les racines, car trop liée aux éléments du sol. Donc pour revenir à l'exemple précédent, on aura une réserve facilement utilisable égale aux 2/3 fois 1,80, ce qui donne 1,20 mm d'eau par centimètre de sol. Deuxième point important dans le calcul du bilan hydrique, ça va être le calcul du besoin en eau des plantes. Et en fait, c'est la quantité d'eau évapotranspirée par la culture. Alors pour le calcul de l'évapotranspiration potentielle de n'importe quelle culture, la FAO a introduit le concept d'évapotranspiration de référence, ET0, défini par l'évapotranspiration d'un peuplement végétal idéal disposant d'eau à volonté. C'est en fait l'évapotranspiration à partir d'une surface étendue de gaz en verre, ayant une hauteur uniforme, poussant activement et couvrant complètement le sol sans aucun stress hydrique. Alors le T0 est exprimé en millimètres ou mètres cubes par hectare, et elle varie selon le mois et la région. Alors le T0 est soit déterminé par mesure directe à travers un lysimètre, en se basant sur l'équation du bilan hydrique. Donc il existe plusieurs types de lysimètres, des lysimètres à drainage, des lysimètres à pesée. Donc c'est une cuve en fait, où on pourra calculer la quantité d'eau drainée, la quantité de pluie, etc. Alors cette méthode peut se justifier dans la mesure où les autres termes de l'équation du bilan sont souvent relativement plus faciles à déterminer. Sinon, le calcul de l'ET0 peut se faire par estimation, notamment par des formules semi-empiriques, principalement par la méthode de Penman, qui est très recommandée par la FAO. Donc ici, on a la formule de l'évapotranspiration de référence de Penman. Vous voyez qu'elle comprend plusieurs facteurs climatiques et naturels, etc. On a aussi la formule de Blaney-Criddle, qui est très utilisée aussi. Donc voilà, elle comprend des termes relatifs à l'insolation, à la vitesse du vent, à l'humidité relative. Et la méthode de Blaney-Criddle est celle qu'on utilise généralement au Maroc. Donc après qu'on ait eu la valeur de l'évapotranspiration de référence, on va calculer l'évapotranspiration de notre plante, qui est le poirier, qui est estimée en tant que fraction de l'évapotranspiration de référence. Donc elle est égale à ET0 fois un coefficient culturel. Donc chez le poirier, le coefficient culturel varie en fonction de la période de croissance du fruit. Donc il varie de 0,7 à 1 entre avril et septembre. Alors le bilan hydrique est nécessaire pour établir le planning des irrigations.
et ce planning peut être décadaire à la semaine ou au jour le jour. Donc ça dépend des conditions climatiques et de l'état du sol, etc. Alors maintenant, comment calculer le bilan hydrique et éviter toute irrigation excessive ou déficitaire? Donc on connaît les caractéristiques du sol, sa capacité à stocker l'eau. On connaît la consommation en eau des plantes. On connaît la quantité de pluie grâce aux stations météo. À partir de là, notre équation du bilan hydrique s'écrira comme suit. L'irrigation plus pluie utile ou efficace égale à l'évapotranspiration de la culture plus le drainage. Et delta S représente la variation du stock d'eau dans la zone racinaire. Pour simplifier, si l'eau d'irrigation est de bonne qualité, le drainage est nul. Et si les irrigations sont régulières, le delta S égale à 0. Donc dans ce cas, l'irrigation est égale à l'évapotranspiration de la culture moins les pluies utiles. L'évapotranspiration de la culture, on a vu qu'elle est égale au coefficient cultural fois l'évapotranspiration de référence. Donc les besoins nets en eau d'irrigation sont égaux au coefficient cultural fois l'évapotranspiration de référence moins les pluies efficaces ou les pluies utiles. Sauf que ces besoins nets en eau d'irrigation, assimilables par la plante, sont toujours inférieurs à la quantité d'eau apportée. Donc il faudra calculer les besoins bruts en eau d'irrigation, qui sont tributaires de l'efficience et du mode d'irrigation utilisé. Donc pour calculer les besoins bruts en eau d'irrigation, il faut tenir compte de l'efficience globale d'irrigation. Donc les besoins bruts seront égaux au coefficient cultural fois l'évapotranspiration de référence moins les pluies utiles divisé par l'efficience globale de l'irrigation. Et cette efficience globale est égale à l'efficience parcelle fois l'efficience réseau. Donc on considère que l'efficience réseau est de l'ordre de 0,95 et l'efficience parcelle varie en fonction du mode d'irrigation. Donc elle va de 40% pour l'irrigation gravitaire à 90% pour l'irrigation localisée. Alors on va voir un exemple de calcul. Par exemple, ici on a l'évapotranspiration de référence par mois d'une région ou d'une parcelle donnée. Donc pour le mois de septembre qui comporte 30 jours, on a une évapotranspiration potentielle journalière de 5,3 mm. La région ou la parcelle a enregistré une pluie moyenne en septembre de 11,6. On va supposer que les précipitations efficaces sont à 70% du total des précipitations et une efficience d'irrigation de 90%. Ce sera une irrigation localisée. Donc, durant la période végétative qui va de mars-avril à septembre-octobre, le coefficient cultural varie entre 0,7 et 1. Donc, le coefficient cultural est le plus élevé en juillet. Alors, pour calculer les besoins nets en irrigation, on va multiplier le coefficient cultural fois l'évapotranspiration de référence. Voilà. Et on va en déduire les pluies efficaces. Et pour les besoins bruts, on divisera les besoins nets par l'efficience globale. Donc ces résultats sont en millimètres et on va multiplier par 10 pour avoir des résultats en mètres cubes par hectare. Donc voilà, par exemple en juillet, on aura besoin quotidiennement de à peu près 81 mètres cubes par hectare. Donc voilà, après avoir estimé les besoins en eau d'irrigation de nos arbres, il faudra comparer les ressources disponibles aux besoins prévisionnels avant de se lancer. Et par la suite, on pourra dimensionner les équipements à prévoir en se basant sur le mois de pointe, c'est-à-dire le mois où la demande en eau est la plus forte.